monde. Oh non, voilà qui m'étonne que nous ayons été seuls l'une et l'autre tout aujourd'hui. Cela m'étonne aussi, car ce n'est guère notre coutume. Et votre maison, Dieu merci, est le refuge ordinaire de tous les fainéants de la cour. L'après-dîner, à dire vrai, m'a semblé fort long. Oh, moi je l'ai trouvé fort court. C'est que les beaux esprits, cousine, aiment la solitude. Oh, mais très humble servante au bel esprit, vous savez que ce n'est pas là que je vise. Pour moi, j'aime la compagnie, je l'avoue. Je l'aime aussi, mais je l'aime choisie. Et la quantité des sottes visites qu'il vous faut essuyer parmi les autres est cause bien souvent que je prends plaisir à être seule. La délicatesse est trop grande de ne pouvoir souffrir que des gens triés. La complaisance est trop générale de souffrir indifféremment toutes sortes de personnes. Je goûte ce qui sont raisonnables et me divertis des extravagants. Ma foi, les extravagants ne vont guère loin sans vous ennuyer. Et la plupart de ces gens-là ne sont plus plaisants dès la seconde visite. Mais à propos d'extravagants, ne voulez-vous pas me défaire de votre marquis incommode? Pensez-vous me le laisser toujours sur les bras et que je puisse durer à cette turlupinette perpétuelle? Ce langage est à la mode et l'on le tourne en plaisanterie à la cour. Oh mais tant pis pour ceux qui le font et qui se tuent tout le jour à parler ce jargon obscur. La belle chose de faire entrer aux conversations du Louvre de vieilles équivoques ramassées parmi les bouts des halles et de la place Maubert. La jolie façon de plaisanter pour des courtisans. Et qu'un homme montre d'esprit lorsqu'il vient vous dire « Madame, vous êtes dans la place royale et tout le monde vous voit de 3 lieues de Paris, car chacun vous voit de Bonneuil. » À cause que Bonneuil est un village à 3 lieues d'ici. Mais tout cela n'est-il pas bien galant et bien spirituel? On ne dit pas cela aussi comme une chose spirituelle. Et la plupart des gens qui affectent ce langage savent bien eux-mêmes qu'il est ridicule. Oh, mais tant pis encore de prendre peine à dire des sottises et d'être mauvais plaisant de désinformer. Mais je les en tiens moins excusables. Et si j'en étais juge, je sais bien à quoi je condamnerais tous ces messieurs les turlupins. Laissons-la cette matière qui t'échauffe un peu trop. Et disons que Doran vient bien tard, à mon avis, pour le souper que nous devons faire ensemble. Peut-être l'oublier. Voilà Climène, madame, qui vient ici pour vous voir. Oh mon Dieu, quelle visite! Vous vous plaignez d'être seul aussi, le ciel vous en punit. Vite! Qu'on aille dire que je n'y suis pas. On a déjà dit que vous y étiez. Et qui est le sot qui l'a dit? Moi, madame. Diantre soit le petit vilain. Je vous apprendrai bien à faire vos réponses de vous-même. Je vais lui dire, madame, que vous voulez être sortie. Arrêtez, animal. La laissez rentrer. Puisque la sottise est faite. Elle parle encore à un homme dans la rue. Ah, cousine, que cette visite m'embarrasse à l'heure qu'il est. Il est vrai que la dame est un peu embarrassante de son naturel. J'ai toujours eu pour elle une furieuse aversion, et n'en déplaise à sa qualité, c'est la plus sotte bête qui se soit jamais mêlée de raisonner. Peut-être est un peu fort. Allez, allez, elle mérite bien cela, et quelque chose de plus si on lui faisait justice. Est-ce qu'il y a une personne qui soit plus véritablement qu'elle, ce qu'on appelle précieuse, à prendre le mot dans sa plus mauvaise signification? Elle se défend bien de ce nom pourtant. Oh, il est vrai, elle se défend du nom, mais non pas de la chose. Car enfin, elle est depuis les pieds jusqu'à la tête et la plus grande façonnière du monde. Il semble que tout son corps soit démonté et que les mouvements de ses hanches, de ses épaules et de sa tête n'aient que par ressort. Elle affecte toujours un ton de voix languissant et niais, fait la moue pour faire paraître une petite bouche et roule les yeux pour les faire paraître grands. Doucement donc. Si elle venait à entendre. Non, point, elle ne monte pas encore. Je me souviens toujours du soir qu'elle eut envie de voir Damon, sur la réputation qu'on lui donne et les choses que le public a vues de lui. Vous connaissez l'homme et sa naturelle paresse à soutenir la conversation. Elle l'avait invité à souper, et jamais il ne parut si sot parmi une demi-douzaine de gens à qui elle avait fait fête de lui, et qui le regardaient avec de grands yeux comme une personne qui ne devait pas être faite comme les autres. Ils pensaient tous qu'il était là pour défrayer la compagnie de Bombo, que chaque parole qui sortait de sa bouche devait être extraordinaire, devait faire des impromptus sur tout ce qu'on disait, et ne demander à boire qu'avec une pointe. Mais il les trompa fort par son silence, et la dame fut aussi mal satisfaite de lui que je le fus d'elle. Tais-toi, je vais la recevoir à la porte de la chambre. Encore un mot, mais je voudrais bien l'avoir mariée avec le marquis dont nous avons parlé. Le bel assemblage que ce serait d'une précieuse et d'un turlupin. Petite caragosse. Vraiment, c'est bien. Et de grâce, ma chère. Je vais donner un ciel. Un fauteuil, promptement. Mon Dieu. Qu'est-ce donc?
plus de 3 heures, je l'ai rapporté du palais royal. Je viens de voir pour mes péchés cette méchante rhapsodie de l'école des femmes. Je suis encore en défaillance du mal de cœur que cela m'a donné. Et je pense que je n'en reviendrai que 15 jours. Oh, mais voyez un peu comme les maladies arrivent sans qu'on y songe. Je ne sais de quel tempérament nous sommes, ma cousine et moi, mais nous fûmes avant-hier à la même pièce et nous en revînmes toutes deux saines et gaillardes. Oh, vous l'avez vu? Oui. Et vous n'en avez pas été jusqu'aux convulsions, ma chère? Je ne suis pas si délicate, Dieu merci. Et je trouve pour moi que cette comédie serait plutôt capable de guérir les gens que de les rendre malades. Oh mon Dieu, que dites-vous là? Mais cette proposition peut-elle être avancée par une personne qui est du revenu en sens commun? Peut-on impunément, comme vous le faites, rompre en visière à la raison? Et dans le vrai de la chose, est-il un esprit si affamé de plaisanterie qu'il puisse tâter les falaises dont cette comédie est assaisonnée? Mais pour moi, je vous l'avoue, je n'ai pas trouvé le moins grain de sel dans tout cela. Les enfants par l'oreille m'ont paru d'un goût détestable. La tarte à la crème m'a affadi le cœur et j'ai pensé vomir au potage. Ah! Mon Dieu, mais que tout cela est dit élégamment. Mais j'aurais cru que cette pièce était bonne, mais madame a une éloquence si persuasive. Elle tourne les choses d'une manière si agréable qu'il faut être de son sentiment malgré qu'on en est. Pour moi, je n'ai pas tant de complaisance. Et pour dire la pensée, je tiens cette comédie comme l'une des plus plaisantes que l'auteur ait produites. Ah, vous me faites pitié de parler ainsi. Je ne saurais vous souffrir cette obscurité de discernement. Peut-on, ayant de la vertu, trouver de l'agrément dans une pièce qui tient sans cesse la pudeur en alarme et salir à tout moment l'imagination? Les jolies façons de parler que voilà. Mais que vous êtes, madame, une rude joueuse en critique et que je plains le pauvre Molière de vous avoir pour ennemi. Croyez-moi, ma chère, corrigez de bonne foi votre jugement. Et pour votre honneur, n'allez pas dire de par le monde que cette comédie vous est plu. Moi, je ne vois pas ce que vous y avez trouvé qui blesse la pudeur. Non, mais hélas, tant! Et je mets en fait qu'une honnête femme ne saurait l'avoir sans confusion, tant j'ai découvert d'ordures et de saleté. Il faut donc que pour les ordures, vous ayez des lumières que les autres n'ont pas. Car pour moi, je n'en ai point vu. Non, mais c'est que vous ne voulez pas y en avoir vu, assurément. Car enfin, ces ordures, Dieu merci, sont à visage découvert. Elles n'ont pas la moindre enveloppe qui les couvre. Les yeux les plus hardis sont effrayés de leur nudité. Mais encore, s'il vous plaît, marquez-moi une de ces ordures que vous dites. Tiens, et là, c'est-il nécessaire de vous les marquer? Oui, je vous demande seulement un endroit qui vous est fort choqué. En faut-il d'autre que la scène de cette Agnès? Parce qu'elle dit ce qu'on l'a pris. Eh bien, que trouvez-vous là de sale? Mais fille, De grâce? mais je n'ai rien à vous dire. Encore? Non, autant pis pour vous. Moi, je n'y entends point de mal. Ça, mais c'est que vous ne voulez pas y en avoir du mal. Tant mieux plutôt. Et l'honnêteté d'une femme? L'honnêteté d'une femme n'est pas dans les grimaces. Il sied mal de vouloir être plus sage que celles qui sont sages. L'affectation de cette matière est pire qu'en toute autre. Et je ne vois rien de si ridicule que cette délicatesse d'honneur qui prend tout en mauvaise part, donne un sens criminel aux plus innocentes paroles et s'offense de l'ombre des choses. Croyez-moi, celles qui font tant de façons n'en sont pas plus estimées femmes de bien, au contraire. Leur sévérité mystérieuse, leurs grimaces affectées irritent la censure de tout le monde contre les actions de leur vie. On est ravis de découvrir ce qu'il peut y avoir à redire. Et pour tomber dans l'exemple, il y avait l'autre jour à cette comédie, vis-à-vis de la loge où nous étions, des femmes qui, par les mines qu'elles affectèrent durant toute la pièce, leurs détournements de tête, leur cachement de visage, firent dire du tout côté sans sottise de leur conduite qu'on n'eût pas dit sans cela. Et quelqu'un même des laquais cria à tout haut qu'elles étaient plus chastes des oreilles que de tout le reste du corps. Enfin, il faut être aveugle et ne pas faire semblant d'y voir les choses. Il ne faut pas y vouloir voir ce qu'il n'y est pas. Quoi? La pudeur n'est pas visiblement blessée parce que dit Agnès de l'endroit dont nous parlons? Non, vraiment. Elle ne dit pas un mot qui de soi ne soit fort honnête. Si vous voulez entendre dessous quelque autre chose, c'est vous qui faites l'ordure et non pas elle. Puisqu'elle parle seulement d'un ruban qu'on lui a pris. Non, mais ruban tant qu'il vous plaira. Mais ce le sur lequel elle s'arrête n'est pas mis pour des prunes. Et bien sur ce le, d'étranges pensées. Ce le scandalise furieusement
Et quoi que vous puissiez dire, vous ne sauriez défendre l'insolence de ce le. Mais il est vrai, ma cousine, je suis pour madame contre ce le. Mais ce le est insolent au dernier point, et vous avez tort de défendre ce le. Il a une obscénité qui n'est pas supportable. Ah, comment dites-vous ce mot-là, madame? Obscénité, madame. Ah, mon Dieu, obscénité. Mais je ne sais ce que ce mot veut dire, mais je le trouve le plus joli du monde. Ah, voyez comme votre sang prend mon parti. Mon Dieu, c'est une causeuse qui ne dit pas ce qu'elle pense. Ne vous éfiez pas beaucoup si vous voulez m'en croire. Que vous êtes méchant de me vouloir rendre suspecte à madame. Mais voyez un peu où j'en serais si elle allait croire ce que vous dites. Serais-je si malheureuse, madame, que vous eussiez de moi cette pensée? Non, non, je ne m'arrête pas à ces paroles. Je vous crois plus sincère qu'elle ne le dit. Oh, mais que vous avez bien raison, madame, et que vous me rendrez justice quand vous croirez que je vous trouve la plus engageante personne du monde, que j'entre dans tous vos sentiments et suis charmée de toutes les expressions qui sortent de votre bouche. Mais là, je parle sans affectation. Mais on le voit bien, madame, et que tout est naturel en vous. Le ton de votre voix, vos paroles, vos regards, vos pas, votre action et votre ajustement ont je ne sais quel air de qualité qui enchante les gens. Mais je vous ai uni des yeux et des oreilles, et je suis si remplie de vous que je tâche d'être votre singe et de vous contrefaire en tout. Non, vous vous moquez de moi, madame. Oh, mais pardonnez-moi, madame, mais qui voudrait se moquer de vous? Enfin, je ne suis pas bon modèle, madame. Oh, que si, Oh, madame. vous me flattez, madame. Mais pas du tout, madame. Non, épargnez-moi de grâce. Je vous épargne si, madame, et je ne dis pas la moitié de ce que je pense, madame. Brisons-la de grâce, vous me jetteriez dans une confusion épouvantable. Enfin, nous voilà deux contre vous. Et l'opiniâtreté si mal aux personnes spirituelles? Arrêtez, s'il vous plaît, monsieur. Ah, vous ne me connaissez pas, sans doute. C'est fait, je vous connais, mais vous n'entrerez pas. Ah, que de bruit, petit laquais. Cela n'est pas bien de vouloir entrer malgré les gens. Je veux voir ta maîtresse. Elle n'y est pas, vous dis-je. La voilà dans la chambre. Il est vrai, la voilà, mais elle n'y est pas. Qu'est-ce donc qu'il y a là? Mais ce sont vos laquais, madame, qui font les sauts. Je lui dis que vous n'y êtes pas, madame, mais il ne veut pas laisser d'entrer. Et pourquoi dire à monsieur que je n'y suis pas? Vous me grondâtes l'autre jour de lui avoir dit que vous y étiez. Voyez, c'est pas ça. Je vous prie, monsieur, de ne pas croire ce qu'il dit. C'est un petit écervelet qui vous a pris pour un... Je l'ai bien vu, madame, et sans votre respect, je lui aurais appris à connaître les gens de qualité. Ma cousine vous est fort obligée de cette déférence. Un siège donc, impertinent! N'en voilà-t-il pas un? Approchez-le! Votre petit laquais, madame, a du mépris pour ma personne. Non, il aurait tort, sans doute. C'est peut-être que je paye l'intérêt de ma mauvaise mine. L'âge le rendra plus éclairé en honnête gens. Oui, sur quoi en étiez-vous, mesdames, lorsque je vous ai interrompu? Sur le sujet de l'école des femmes. Eh bien, je ne fais que d'en sortir. Eh bien, monsieur, comment la trouvez-vous, s'il vous plaît? Mais tout à fait impertinente. Que j'en suis ravie. C'est la plus méchante chose du monde. Comment? À peine ai-je pu trouver place, j'ai pensé être étouffé à la porte. Et jamais on m'a autant marché sur les pieds. Enfin, regardez comment mes canons et mes rubans sont ajustés. De grâce. Il est vrai que cela crie vengeance contre l'école des femmes et que vous la condamnez avec justice. Il ne s'est jamais fait, je pense, une si méchante comédie. Ah, voici Dorante que nous attendions! Ne bougez de grâce et n'interrompez pas votre discours. Vous êtes là sur une matière qui depuis 4 jours fait presque l'entretien de toutes les maisons de Paris. Et l'on n'a jamais rien vu de si plaisant que la diversité des jugements qui se font là-dessus. Car enfin, j'ai ouï condamner cette comédie à certaines gens par les mêmes choses que j'ai vu d'autres estimer le plus. Voilà monsieur le marquis qui en dit force mal. Il est vrai, je la trouve détestable, morbleu, détestable, de ce qu'on appelle détestable, enfin du dernier détestable. Remarquez, je trouve le jugement détestable. Eh bien quoi, chevalier, tu prétends soutenir cette pièce? Oui, je prétends la soutenir. Eh bien je, la garantie détestable. La caution n'est pas bourgeoise. Et de grâce, Marquis, par quelle raison cette comédie est-elle ce que tu dis? Pourquoi elle est détestable? Oui. Mais elle est détestable parce qu'elle est détestable. Ah, après cela, il n'y a plus rien à dire, voilà son procès fait. Mais encore, Marquis, instruis-nous et nous dis les défauts qui y sont. Oh, que sais-je? Je ne me suis pas seulement donné la peine de l'écouter. Enfin, je sais que je n'ai jamais rien vu d'aussi méchant. Et Dorylas, Dieu me damne, contre qui j'étais, a été de mon avis. L'autorité est belle et te voilà bien appuyé. Je ne veux que voir les continuels éclats de rire que le parterre y fait. Je ne veux point d'autre chose pour gager que cette pièce ne vaut rien. Tu es donc, Marquis, de ces messieurs du Bel Air qui ne veulent pas que le parterre ait du sens commun et qui seraient fâchés d'avoir ri avec lui, fût-ce de la meilleure chose du monde.
Je vis l'autre jour sur le théâtre un de nos amis qui se rendit ridicule par là. Il écouta toute la pièce avec un sérieux le plus sombre du monde, et tout ce qui égayait les autres ridait son front. À tous les éclats de rire, il haussait les épaules et regardait le parterre en pitié, et quelquefois aussi le regardant avec dépit, il disait tout haut « Ridons par terre, ridons ». Ce fut une seconde comédie que le chagrin de notre ami, et en galant homme il la donna à toute l'assemblée, et chacun demeura d'accord qu'on ne pouvait pas mieux jouer qu'il fit. Apprends, Marquis, je te prie, et les autres aussi, que le bon sens n'a point de place déterminée à la comédie, que la différence du demi-louis d'or et de la pièce de 15 sols ne fait rien du tout au bon goût, que debout et assis, on peut donner un mauvais jugement, et qu'enfin, à le prendre en général, je me fierai assez à l'approbation du parterre, par la raison qu'entre ceux qui le composent, il y en a plusieurs qui sont capables de juger d'une pièce selon les règles, mais les autres en jugent par la bonne façon d'en juger, qui est de se laisser prendre par les choses, et de n'avoir ni prévention aveugle, ni complaisance affectée, ni délicatesse ridicule. Te voilà donc, chevalier, le noble défenseur du parterre. Mais, morbleu, je m'en réjouis, et je ne manquerai pas de l'avertir que tu es de ses amis. Autant que tu voudras, Marquis. Je suis pour le bon sens et ne saurais souffrir les ébullitions de cerveau de nos marquis de Mascarille. J'enrage de voir de ces gens qui se traduisent en ridicule malgré leur qualité. De ces gens qui décident toujours et parlent hardiment de toutes choses sans s'y connaître. Qui, dans une comédie, se réécriront aux méchants endroits et ne branleront pas à ceux qui sont bons. Qui, voyant un tableau ou écoutant un concert de musique, blâment d'eux-mêmes et louent tout à contresens, prennent par où ils peuvent les termes de l'art qu'ils attrapent et ne manquent jamais de les estropier. Et morbleu, messieurs, mais taisez-vous quand Dieu ne vous a pas donné la connaissance d'une chose. N'apprêtez point à rire à ceux qui vous entendent parler. Et songez qu'en ne disant mot, on croira peut-être que vous êtes d'habiles gens. Ah, parle, chevalier, tu le crois? Dieu, Marquis, ce n'est pas à toi que je parle. C'est à une douzaine de messieurs qui déshonorent les gens de cour par leur manière extravagante et qui font croire parmi le peuple que nous nous ressemblons tous. Pour moi, je m'en veux justifier, et le plus qu'il me sera possible, et je les donnerai tant en chaque rencontre, qu'à la fin ils se rendront sages. Dis-moi un peu, chevalier, penses-tu que Lysandre ait de l'esprit? Oui, sans doute, et beaucoup. C'est une chose qu'on ne peut pas nier. Eh bien, demandez-lui ce qui lui semble de l'école des femmes, et vous verrez qu'il vous dira qu'elle ne lui plaît pas. Eh mon Dieu, il y en a beaucoup que le trou d'esprit guette, et qui voient mal les choses à force de lumière, et même qui seraient bien fâchés d'être de l'avis des autres pour avoir toujours la gloire de décider. Il est vrai, notre ami est de ces gens-là, sans doute. Il veut être le premier de son opinion et qu'on attende partout son jugement. Veut qu'on le consulte sur toutes les matières d'esprit. Et je suis sûre que si l'auteur lui montrait sa pièce, avant de la faire voir au public, il l'eût trouvée la plus belle du monde. Et que direz-vous de la marquise Araminte, qui la publie partout, pour épouvantable, et dit qu'elle n'a jamais pu souffrir les ordures dont cette pièce est pleine. Je dirais que cela est digne du caractère qu'elle a pris, et qu'il y a des personnes qui se rendent ridicules pour vouloir avoir trop d'honneur. Bien qu'elle ait de l'esprit, elle a suivi le mauvais exemple de celles qui, étant sur le retour de l'âge, veulent remplacer de quelque chose ce qu'elles voient qu'elles perdent, et prétendent que les grimaces de leur pruderie scrupuleuse leur tiendront lieu de jeunesse et de beauté. Celle-ci pousse l'affaire plus savant qu'aucune, et l'habileté de son scrupule découvre des choses où jamais personne n'en avait vu. On tient qu'il va ce scrupule jusque à défigurer notre langue, et qu'il n'y a point presque de mots dont la sévérité de cette dame ne veut retrancher ou la tête ou la queue pour les syllabes déshonnêtes qu'elle y trouve. Vous êtes bien fou, chevalier. Enfin, chevalier, tu crois défendre ta comédie en faisant la satire de ceux qui la condamnent? Non pas, mais je prétends que cette dame se scandalise à tort. Tout beau, monsieur le chevalier. Il pourrait en avoir d'autres qu'elle qui seraient dans les mêmes sentiments. Au moins je sais que ce n'est pas vous et que lorsque vous avez vu cette représentation... Il est vrai, mais j'ai changé d'avis. Et madame s'est appuyée le sien par des raisons si convaincantes qu'elle m'a entraîné de son côté. Ah, madame, je vous demande pardon et si vous le voulez, je me dédierai pour l'amour de vous de tout ce que j'ai dit. Ça, je ne veux pas que ce soit pour l'amour de moi, mais pour l'amour de la raison. Car enfin, le bien prendre, cette pièce est tout à fait indéfendable. Et je ne comprends... Voici l'auteur, Madame Lysidas. Elle vient tout à propos pour cette matière. Madame Lysidas, prenez un siège vous-même et vous mettez là. Madame, je viens un peu tard, mais il m'a fallu lire ma pièce chez Madame la Marquise, dont je vous avais parlé, et les louanges qui y ont été faites m'ont retenu 1 heure plus que je ne croyais.
C'est un grand charme que les louanges pour arrêter un auteur. Asseyez-vous donc, Madame Lysidas, nous lirons votre pièce après le souper. Tous ceux qui étaient là doivent venir à sa première représentation et m'ont promis de faire... Je le crois. Mais encore une fois, asseyez-vous. Nous sommes ici sur une matière que je serais bien aise que nous poussions. Je pense, madame, que vous retiendrez aussi une loge pour ce jour-là. Nous verrons. Poursuivons de grâce notre discours. Je vous donne avis, madame, qu'elles sont presque toutes retenues. Mais qui est bien. Enfin, j'avais besoin de vous lorsque vous êtes venus. Et tout le monde était ici contre moi. Il s'est d'abord mis de votre côté, mais maintenant qu'il sait que madame est à la tête du parti contraire, je pense que vous n'avez qu'à chercher un autre secours. Non mais non, je ne voudrais pas qu'il fît mal sa cour auprès de madame, votre cousine. Je permets à son esprit d'être du parti de son cœur. Avec cette permission, madame, je prendrai la hardiesse de me défendre. Mais auparavant, sachons un peu les sentiments de Madame Lysidas. Sur quoi, madame? Sur le sujet de l'école des femmes. Que vous en semble? Je n'ai rien à dire là-dessus. Et vous savez qu'entre nous, auteurs, nous devons parler des ouvrages les uns des autres avec beaucoup de circonspection. Mais encore, entre nous, que pensez-vous de cette comédie? Moi, monsieur, De bonne foi, dites-nous votre avis. je la trouve fort belle. Assurément. Assurément, pourquoi non, n'est-elle pas en effet la plus belle du Vous monde? êtes un méchant diable, madame Lysidas, et vous ne dites pas ce que vous pensez. Pardonnez-moi. Ah non, je vous connais, ne dissimulons point. Moi, monsieur. Je vois bien que le bien que vous dites de cette pièce n'est que par honnêteté, et que dans le fond du cœur, vous êtes de l'avis de beaucoup de gens qui la trouvent mauvaise. Aïe, 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 aïe. Avouez, ma foi, que c'est une méchante chose que cette comédie. Il est vrai qu'elle n'est pas approuvée par les connaisseurs. Ah, chevalier, tu en tiens, et te voilà payé de ta raillerie. Pousse, mon cher marquis, pousse. Mais enfin, tu vois bien que nous avons les savants de notre côté. Il est vrai, le jugement de madame Lysidas est quelque chose de considérable, mais madame Lysidas veut bien que je ne me rende pas pour cela. Et puisque j'ai bien l'audace de me défendre contre les sentiments de madame, elle ne trouvera pas mauvais que je combatte les siens. Quoi, vous voyez contre vous madame, monsieur le marquis et madame Lysidas, et vous osez résister encore? Fi, mais que cela est de mauvaise grâce. Ah, mais voilà qui me confond pour moi de voir que des personnes raisonnables se puissent mettre ravis de donner protection aux sottises de cette pièce. Dieu me donne, madame, elle est misérable du début jusqu'à la fin. Cela est bientôt dit, marquis, il n'est rien de plus aisé que de trancher ainsi, et je ne vois aucune chose qui puisse être à couvert de la souveraineté de tes décisions. Et parbleu, tous les comédiens qui étaient là pour la voir en ont dit tous les mots du monde. Ah, mais tu as raison, puisque les autres comédiens en disent du mal, c'est qu'il faut les en croire assurément. Ce sont tous gens éclairés et qui parlent sans intérêt. Non, tu as raison, marquis, je me rends. Ah, mais rendez-vous, ne vous rendez pas. Je sais fort bien que vous ne me persuadez point de souffrir les immodesties de cette pièce. Non plus que les satires désobligeantes qu'on y voit contre les femmes. Pour moi, je me garderai bien de m'en offenser. Et de prendre rien sur mon compte de tout ce qui s'y dit. Une sorte de satire tombe directement sur les mœurs. Et ne frappe les personnes que par réflexion. N'allons point nous appliquer nous-mêmes les traits d'une censure générale. Et profitons de la leçon, si nous pouvons, sans faire semblant qu'on parle à nous. Toutes les peintures ridicules qu'on expose sur les théâtres doivent être regardées sans chagrin de tout le monde. Ce sont miroirs publics où il ne faut jamais témoigner qu'on ne se voit. Et c'est se taxer hautement d'un défaut que de se scandaliser qu'on le reprenne. Mais pour moi, je ne parle pas de ces choses par la part que j'ai pu savoir. Je pense de vivre d'un air dans le monde, à ne pas craindre d'être cherché là dans les peintures qu'on fait des femmes qui se gouvernent mal. Mais assurément, madame, on ne vous y cherchera point. Votre conduite est assez connue, et ce sont de ces sortes de choses qui ne sont contestées de personne. Aussi, madame, n'ai-je rien dit qui aille à vous. Et mes paroles, comme les satires de la comédie, demeurent dans ma thèse générale. Oh, je n'en doute pas, madame, mais enfin passons sur ce chapitre. Je ne sais pas de quelle façon vous recevez les injures qu'on fait à notre sexe dans un certain endroit de la pièce. Mais moi, je dois avouer que je suis dans une colère épouvantable de voir que cet auteur impertinent nous appelle des animaux. Mais ne voyez-vous pas que c'est d'un ridicule qu'il fait parler? Et puis, madame, ne savez-vous pas que les injures des amants n'offensent jamais? Qu'il est des amants doucereux aussi bien que des emportés, et qu'en de pareilles occasions, les paroles les plus étranges, et quelque chose de pire encore, bien souvent, se prennent pour des marques d'affection par celles-mêmes qui les reçoivent. Dites tout ce que vous voudrez, je ne saurais digérer cela. Non plus que le potage et la tarte à la crème dont madame a parlé tantôt. Ah oui, voilà ce que j'avais remarqué tantôt. Tarte à la crème, morbleu. Oh, mais que je vous suis redevable, madame, de m'avoir fait sourire de tarte à la crème. Car enfin, y a-t-il assez de pommes en Normandie pour tarte à la crème? Non mais tarte à la crème, enfin! Tarte à la crème! Eh bien, marquis, que veux-tu dire, tarte à la crème? Mais tarte à la crème, chevalier! Mais encore! Tarte à la crème! Mais dis-nous un peu tes raisons. Tarte à la crème. Mais il faut expliquer sa pensée, ce me semble. Tarte à la crème, madame. Mais que trouvez-vous là à redire? Moi? Je quitte. Monsieur le marquis s'y prend bien et vous bourre de la belle manière.
Mais je voudrais bien que Madame Lésidas voulût les achever et leur donner quelques petits coups de sa façon. Ce n'est pas ma coutume de rien blâmer. Et je suis assez indulgente envers les ouvrages des autres. Mais enfin, sans choquer l'amitié que monsieur le chevalier témoigne pour l'auteur, on m'avouera que ces sortes de comédies ne sont pas proprement des comédies. Et qu'il y a une grande différence de toutes ces bagatelles à la beauté des pièces sérieuses. Cependant, tout le monde donne là-dedans, aujourd'hui. On ne court plus qu'à cela, et on voit une solitude effroyable aux grands ouvrages lorsque des sottises ont tout Paris. Je vous avoue que le cœur m'enseigne quelquefois, et cela est honteux pour la France! Non, mais il est vrai que le goût des gens est étrangement gâté là-dessus, hein. Et que le siècle sans canaille furieusement. Ah, mais celui-là est joli encore, sans canaille. Est-ce vous qui l'avez inventé? Oui. Je m'en suis bien doutée. Vous croyez donc, Madame Lésidas, que tout l'esprit et toute la beauté sont dans les poèmes sérieux, et que les pièces comiques ne sont que des niaiseries qui ne méritent aucune louange? Ce n'est pas mon sentiment pour moi. La tragédie sans doute est quelque chose de beau lorsqu'elle est bien touchée, mais la comédie aussi a ses charmes et je ne tiens pas l'une moins difficile à faire que l'autre. Assurément, madame. Et quand pour la difficulté vous mettriez un plus du côté de la comédie, peut-être que vous ne vous abuseriez pas. Car enfin, je trouve qu'il est bien plus facile de se guinder sur de grands sentiments, de braver envers la fortune, d'injurier les dieux et d'accuser le destin, que d'entrer comme il faut dans le ridicule de l'homme et de rendre agréablement sur le théâtre les défauts de tout le monde. Lorsque vous peignez des héros, vous faites ce que vous voulez. Ce sont des portraits à plaisir où l'on ne cherche point de ressemblance et vous n'avez qu'à suivre les traits d'une imagination qui se donne l'essor et qui souvent laisse le vrai pour attraper le merveilleux. Mais lorsque vous peignez les hommes, il faut peindre d'après nature. On veut que ces portraits ressemblent et vous n'avez rien fait si vous n'y faites reconnaître les gens de votre siècle. En un mot, dans les pièces sérieuses, il suffit, pour n'être point blâmé, de dire des choses qui soient bien écrites et de bon sens. Mais ce n'est pas assez pour les autres. Il y faut plaisanter. Et c'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens. Enfin, pour moi, je pense être du nombre des honnêtes gens, et pourtant je n'ai pas trouvé le mot pour rire dans tout ce que j'ai vu. Ma foi, ni moi non plus. Pour toi, Marquis, cela ne m'étonne pas, c'est que tu n'as pas vu de Turlupinade. Ma foi, monsieur, ce qu'on y rencontre ne vaut guère mieux, et toutes les plaisanteries y sont assez froides, à mon avis. La cour n'a pas trouvé cela. Ah, monsieur, la cour. Non. Achevez, Madame Lésidas. Je vois bien que vous voulez dire que la cour ne se connaît pas à ces choses. Et c'est le refuge ordinaire de vous autres, messieurs les auteurs, dans le mauvais succès de vos ouvrages, que d'accuser l'injustice du siècle et le peu de lumière des courtisans. Sachez, s'il vous plaît, Madame Lésidas, que les courtisans ont d'aussi bons yeux que d'autres, que l'on peut être habile avec un point de Venise et des plumes aussi bien qu'avec une perruque courte et un petit rabat uni, que la grande épreuve de toutes vos comédies, c'est le jugement de la cour, que c'est son goût qu'il faut étudier pour trouver l'art de réussir, qu'il n'y a point de lieu où les décisions soient si justes, et sans mettre en ligne de compte tous les gens savants qui y sont, que du simple bon sens naturel et du commerce de tout le beau monde, on s'y fait une manière d'esprit qui, sans comparaison, juge plus finement des choses que tout le savoir enrouillé des pédants. Il est vrai que pour peu qu'on y demeure, il vous passe là assez de choses devant les yeux pour acquérir quelque habitude de les connaître. Et surtout pour ce qui est de la bonne et de la mauvaise plaisanterie. La cour a quelques ridicules, j'en demeure d'accord, et je suis, comme on voit, le premier à les fronder. Mais ma foi, il y en a un grand nombre parmi les beaux esprits de profession. Et si l'on joue quelques marquis, je trouve qu'il y a bien plus de quoi jouer les auteurs, et que ce serait une plaisante chose à mettre sur le théâtre que leur raffinement ridicule et leurs grimaces savantes, leur vicieuse coutume d'assassiner les gens de leurs ouvrages, leur ménagement de pensée, leur raffinement, leur trafic de réputation, et leurs ligues offensives et défensives, aussi bien que leur guerre d'esprit et leurs combats de prose et de vers. Molière est bien heureux, monsieur, d'avoir un protecteur aussi chaud que vous. Mais enfin, pour venir au fait, il est question de savoir si sa pièce est bonne. Et je m'offre d'y montrer partout sans défaut visible. C'est une étrange chose de vous autres, messieurs les poètes, que vous condamniez toujours les pièces où tout le monde court, et ne dites jamais du bien que de celles où personne ne va. Vous montrez pour les unes une haine invincible, et pour les autres, une tendresse qui n'est pas concevable. C'est qu'il est généreux de se ranger du côté des affligés.
Horace, Madame Lycidas. Faites-nous voir ces défauts dont je ne me suis point aperçue. Ceux qui possèdent Horace et Aristote voient d'abord, madame, que cette pièce pêche contre toutes les règles de l'art. Je vous avoue que je n'ai aucune habitude avec ces messieurs-là et que je ne connais point les règles de l'art. Vous êtes de plaisantes gens avec vos règles dont vous embarrassez les ignorants et nous étourdissez tous les jours. Il semble, à vous ouïr parler, que ces règles de l'art soient les plus grands mystères du monde et cependant, ce ne sont que quelques observations aisées que le bon sens a faites sur ce qui peut ôter le plaisir que l'on prend à ces sortes de poèmes. Et ce même bon sens qui a fait autrefois ces observations les fait aisément aujourd'hui, sans le secours d'Horace ou d'Aristote. Et je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire, et si une pièce qui a attrapé son but n'a pas suivi un bon chemin. Veut-on que tout un public s'amuse à ces sortes de choses, et que chacun n'y soit pas juge du plaisir qu'il y prend? J'ai remarqué une chose de ces messieurs-là, c'est que ceux qui parlent le plus des règles, et les savent mieux que les autres, font des comédies que personne ne trouve belles. C'est ce qui marque, madame, comme on doit s'arrêter peu à leurs disputes embarrassées. Car enfin, si les pièces qui sont selon les règles ne plaisent pas, et que celles qui plaisent ne soient pas selon les règles, il faudrait de nécessité que ces règles eussent été mal faites. Moquons-nous de cette chicane, où ils veulent assujettir le goût du public, et ne consultons dans une comédie que l'effet qu'elle fait sur nous. Laissons-nous aller de bonne foi à ces sortes de choses qui nous prennent par les entrailles, et ne cherchons point de raisonnement pour nous empêcher d'avoir du plaisir. Pour moi, quand je vois une comédie, je regarde seulement si les choses me touchent. Et lorsque je m'y suis bien divertie, je ne vais point me demander si j'ai eu tort, et si les règles d'Aristote me défendaient de rire. C'est comme un homme qui aurait trouvé une sauce excellente, et qui voudrait examiner si elle est bonne sur les préceptes du cuisinier français. Il est vrai. Et j'admire les raffinements de certaines gens sur les choses que nous devons sentir par Vous nous-mêmes. avez raison, madame, de les trouver étranges, ces raffinements mystérieux. Car enfin, s'ils ont lieu, nous voilà réduits à ne nous plus croire. Nos propres sens seront esclaves en toutes choses, et jusqu'aux au manger et au boire, nous n'oserons plus rien trouver de bon sans le congé de messieurs les experts. Enfin, monsieur, toute votre raison, c'est que l'état de l'État a plu, et vous ne vous souciez point qu'elle soit dans les règles pourvu. Tout beau, madame Lycidas, je ne vous accorde pas cela. Je dis bien que le grand art est de plaire. Et cette pièce, ayant plu à ceux pour qui elle est faite, je trouve que c'est assez pour elle, et qu'elle doit peu se soucier du reste. Mais ayant dit cela, je soutiens qu'elle ne pêche contre aucune des règles dont vous parlez. Je les ai lues, Dieu merci, autant qu'un autre. Et je ferai voir aisément que peut-être n'avons-nous point sur le théâtre de pièces qui soient plus régulières que celle-là. Allez, courage, Madame Lycidas, nous sommes perdus si vous reculez. Quoi, monsieur? La potase, les pétasses et la bière de Vous plaisir? nous assommez avec vos grands mots, madame Lycidas. Ne paraissez point si savante de grâce. Humanisez votre discours et parlez pour être entendu. Pensez-vous qu'un nom grec donne plus de poids à vos raisons? Et ne trouveriez-vous pas qu'il fût aussi beau de dire l'exposition du sujet que la protase, le nœud que l'épitase et le dénouement que la péripétie? Ce sont des termes de l'art dont il est permis de se servir. Mais puisque ces mots blessent vos oreilles, je m'expliquerai d'une autre façon et vous prie de répondre positivement à 3 ou 4 choses que je vais dire. Peut-on s'offrir une pièce qui pêche contre le nom propre des pièces de théâtre? Car enfin, le nom de poème dramatique vient d'un mot grec qui signifie agir, pour montrer que la nature de ce poème consiste dans l'action. Or, dans cette comédie-ci, il ne se passe point d'action et tout consiste en des récits que vient faire ou Agnès ou Horace. Ah ah, chevalier! Voilà qui est spirituellement remarqué. Et c'est prendre le fond des choses. Est-il rien de si peu spirituel, ou pour mieux dire, rien de si bas, que quelques mots où tout le monde rit, et surtout celui des enfants par l'oreille? Ah, fort bien. La scène du balai et de la servante au-dedans de la maison n'est-elle pas d'une longueur ennuyeuse et tout à fait impertinente? Cela est vrai! Assurément. Mais elle a raison. Arnulf ne donne-t-il pas trop librement son argent à Horace? Et puisqu'il est le personnage ridicule de la pièce, fallait-il lui faire l'action d'un honnête homme? Bon, et la remarque est encore bonne. Admirable. Merveilleux. Le sermon et les maximes ne sont-elles pas des choses ridicules et qui choquent même le respect que l'on doit à nos mystères? C'est bien dit. Voilà parler comme il faut. Mais il ne se peut rien de mieux. Hé! Ce monsieur de la souche, enfin, qu'on nous fait un homme d'esprit et qui paraît si sérieux en tant d'endroits, ne descend-il pas dans quelque chose de trop comique et de trop poutré au 5e acte, lorsqu'il explique à Agnès la violence de son amour, avec ses mouvements extravagants, ses soupirs ridicules et ses larminettes qui font rire tout le monde? Un miracle. Vivac, Madame Lycidas. Je laisse 100 000 autres choses, de peur d'être ennuyeuse. Parbleu, chevalier, te voilà mal ajusté. Il faut voir. Tu as trouvé ton homme, sans doute. Peut-être. Allez, réponds. Volontiers. Réponds donc, je te prie. Oui, c'est réponds, pas- réponds, Oh. réponds. Non, mais de grâce, écoutons ses raisons. Premièrement,
Il n'est pas vrai de dire que toute la pièce n'est qu'un récit. On y voit beaucoup d'actions qui se passent sur la scène et les récits eux-mêmes, ils sont des actions suivant la constitution du sujet. D'autant qu'ils sont tous faits innocemment, ces récits, à la personne intéressée, qui par là entre à tout coup dans une confusion à réjouir le spectateur et prend à chaque nouvelle les mesures qu'il peut pour se parer du malheur qu'il craint. Pour moi, je trouve que la beauté du sujet de l'école des femmes consiste dans cette confidence perpétuelle. Et ce qui me paraît assez plaisant, c'est qu'un homme qui a de l'esprit et qui est averti de tout par une innocente qui est sa maîtresse et par un étourdi qui est son rival, ne puisse avec cela éviter ce qui lui arrive. Bagatelle et bagatelle. Mauvaise réponse. Mauvaise raison. Pour ce qui est des enfants par l'oreille, ils ne sont plaisants que par réflexion à Arnolphe, et l'auteur n'a pas mis cela pour être de soin un bon mot, mais seulement une chose qui caractérise l'homme, et peint d'autant mieux son extravagance, puisqu'il rapporte une sottise triviale que lui a dit Agnès, comme la chose la plus belle du monde et qui lui donne une joie inconcevable. C'est mal répondre. Non, cela ne satisfait point. Mais c'est ne rien dire. Quant à l'argent qu'il donne librement, outre que la lettre de son meilleur ami lui est une caution suffisante, il n'est pas incompatible qu'une personne puisse être ridicule en de certaines choses et honnête homme en d'autres. Et pour la scène d'Alain et de Georgette au logis, que quelques-uns ont trouvée longue et froide, il est certain qu'elle n'est pas sans raison. Et de même qu'Arnolphe se trouve attrapé pendant son voyage par la pure innocence de sa maîtresse, il demeure à son retour longtemps à sa porte par l'innocence de ses valets, afin qu'il soit partout puni par les choses dont il a cru faire la sûreté de ses précautions. Voilà des raisons qui ne valent rien. Ah, tout cela ne fait que blanchir. Mais cela fait pitié. Pour le discours moral que vous appelez un sermon, il est certain que de vrais dévots qui l'ont ouï n'ont pas trouvé qu'il choquât ce que vous dites. Et sans doute que ces paroles d'enfer et de chaudière bouillante sont assez justifiées par l'extravagance d'Arnolphe et par l'innocence de celle à qui il parle. Et quant au transport amoureux du 5e acte, qu'on accuse d'être trop outré et trop comique, je voudrais bien savoir si ce n'est pas faire la satire des amants, et si les honnêtes gens même et les plus sérieux, en de pareilles occasions, ne font pas des choses... Oh, parbleu, chevalier, tu ferais mieux de te taire. Fort bien, mais si nous nous regardions bien, comme nous sommes bien amoureux... Oh, parbleu, je ne vois pas seulement. Mais écoute-moi, si tu passes de la violence, de la passion... Je ne sais pas... Oh! Je ne sais pas si... Il me semble que... Il se passe des choses... Il se passe des choses assez plaisantes dans cette comédie. Et je trouve qu'on en pourrait bien faire une petite comédie et que cela ne serait pas trop mal à la queue de l'école des femmes. Vous avez raison. Mais parbleu, chevalier, tu jouerais un rôle qui ne serait pas très avantageux. Il est vrai, Marquis. Pour moi, je souhaiterais que cela se fît, pourvu qu'on traitât l'affaire comme elle s'est passée. Et moi, je fournirais de bon cœur mon personnage. Je ne refuserai pas le mien, que je pense. Puisque chacun serait content, chevalier, faites un mémoire de tout et donnez-le à Molière, que vous connaissez, pour le mettre en comédie. Il nous regarde sans doute, ce ne serait pas des vers à sa louange. Point. Il ne se soucie pas qu'on fonde ses pièces, pourvu qu'il y vienne du monde. Oui, mais quel dénouement serions-nous trouvés à tout ceci? Car il ne saurait y avoir ni mariage, hein, ni reconnaissance, ni rien qui puisse mettre un terme à tout cela. Il faudrait rêver quelque incident pour cela. Voilà justement ce qu'il nous fallait pour le dénouement que nous cherchions, et l'on ne pourrait rien trouver de plus naturel. On disputera fort et ferme, sans que personne ne se rende comme nous l'avons fait. Un petit laquais viendra, chacun se lèvera, et on ira souper. La comédie ne peut pas mieux finir, et nous ferons bien d'en demeurer là.